Lumière. 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 Si je voulais déménager dans une ville, je m'intéresserais à ses transports, au prix de l'immobilier, à ses commerces, à ses offres culturelles et bien entendu et certainement au premier chef, à son climat et au confort climatique offert aux habitants. J'irais certainement rechercher des informations sur les îlots de chaleur urbains et les îlots de fraîcheur urbains. Pour tout comprendre de ces phénomènes et du climat urbain, je reçois Yves Richard, climatologue, professeur à l'Université de Bourgogne, responsable de l'équipe Centre de recherche de climatologie au laboratoire Biogéosciences. Bonjour Yves, on note un réchauffement climatique dans le Grand Est de la France et particulièrement net depuis 1988. La ville se réchauffe-t-elle plus que la campagne ? Fait-il plus chaud en ville ? On le ressent d'autant plus quand on vit en ville ? Bonjour, beaucoup de questions en effet. Alors tout d'abord, oui, le climat se réchauffe. Alors dans le quart est de la France, oui, mais pas que. Il se réchauffe partout. Peut-être que la particularité, en tout cas de l'ouest de l'Europe, on va dire, c'est que ce réchauffement n'est pas progressif. Il y a des coups d'accélérateur. Et en effet, vous avez évoqué 1988. On a eu un coup d'accélérateur en 88. C'est-à-dire qu'on peut percevoir le réchauffement comme un long processus progressif, ce qui est pas faux, mais on peut aussi noter des événements marquants, des sortes de ruptures. Le changement climatique, c'est pas confortable parce que de temps en temps, il y a des à-coups. Et en effet, il y en a eu un en 88. Alors la ville dans tout ça, eh bien, elle se réchauffe comme tous les espaces. Est-ce qu'elle se réchauffe plus que la campagne ? Elle se réchauffe plus que la campagne si elle le croît. Or, nos villes, nos métropoles se développent. Donc, dans la mesure où ces villes se développent, eh bien, le phénomène urbain s'amplifie. Alors maintenant, une autre question dans la série des questions que vous avez posées, c'est est-ce qu'il fait plus chaud en ville ? Oui, il fait plus chaud en ville. Il fait plus chaud et on appelle ceci l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire que toutes les villes, dans le centre-est, mais dans toute région du monde finalement, toutes les villes sont un petit peu des îles chaudes par rapport à leur environnement respectif. Qu'on soit dans un climat polaire ou dans un climat équatorial, nous on est en climat tempéré, mais quel que soit le climat, la ville est toujours un petit peu une île chaude par rapport à son environnement. D'où ce terme d'îlot de chaleur urbain. Et puis, est-ce qu'on le ressent d'autant plus que l'on est en ville ? Alors là, on est dans la question du ressenti. Alors le ressenti, on est au-delà de la mesure physique, d'une mesure de température faite avec un thermomètre. Mais le ressenti, c'est quoi ? Eh bien, c'est que si par exemple j'habite en ville, la nuit, je vais peut-être avoir plus de mal à ventiler mon appartement, à ouvrir toutes les fenêtres, parce qu'il va y avoir du bruit, parce que je vais avoir peur des voleurs. Et donc finalement, je vais avoir plus de mal à me rafraîchir que si j'habite à la campagne et que je vais sans crainte dormir toutes fenêtres ouvertes. Quelles sont les causes des différences de température entre ville et campagne ? Oui, vous avez raison de dire les causes. Il n'y a pas une cause unique. C'est ça qui rend un petit peu complexe. Alors, il y a une première cause à laquelle on pense tout de suite, c'est ce qu'on appelle la chaleur anthropique ou anthropogénique, c'est-à-dire la chaleur produite par les activités humaines. En ville, on chauffe nos bâtiments, on a beaucoup de véhicules qui sont des moteurs thermiques, donc toutes nos activités finalement sont liées à une consommation d'énergie qui produit de la chaleur. Alors ça, c'est un élément, mais c'est pas un élément central finalement. On a beau consommer beaucoup d'énergie, c'est pas ça qui va le plus influencer la modification du climat urbain. Ce qui va plus modifier le climat en ville, c'est déjà le fait que une ville, c'est un relief. On construit des bâtiments et ces bâtiments sont souvent hauts, rapprochés les uns des autres, et ça perturbe l'écoulement d'air. Les écoulements d'air. Le vent est gêné dans son cheminement, donc ça va créer des circulations qui sont moins laminaires, c'est-à-dire moins des écoulements horizontaux, mais plus des écoulements avec des phénomènes verticaux. Donc ça complique un petit peu ça. Donc ça, c'est un élément. Deuxième élément, c'est que lorsqu'on construit une ville, eh bien, on change la couleur. Et la couleur, c'est important parce que derrière la couleur, il y a la notion d'albédo, c'est-à-dire la partie d'énergie qui est réfléchie par rapport à l'énergie totale. Donc l'idée, c'est que si on est sur un corps sombre, eh bien ce corps va absorber l'énergie. Si on est sur un corps clair, ce corps va réfléchir l'énergie. Donc une ville, c'est une modification de la couleur.
Alors maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la ville est plus sombre ou plus claire que son environnement? Et là, il n'y aura peut-être pas une réponse unique. Et puis, dernier élément, et peut-être le plus important en termes thermiques, c'est que une ville, c'est une modification des surfaces, on imperméabilise beaucoup. Donc, en imperméabilisant, on a moins d'eau dans le sol. Et puis, on minéralise beaucoup. Donc, on a moins de végétaux. Et cette combinaison, moins d'eau dans le sol, moins de végétaux, va être fondamentale en termes de bilan d'énergie. Alors, pourquoi? Parce que une surface minérale, du bitume, du béton, un toit, qu'il soit en ardoise, en tuile, que va-t-il faire? Dans la journée, il va absorber l'énergie solaire. Il va se réchauffer. Il va accumuler cette énergie. Et quand le soleil va se coucher, cette énergie va être restituée tout au long de la nuit. Alors que si on a des végétaux, quels que soient les végétaux, ça peut être des prairies, ça peut être des cultures, ça peut être des forêts, les végétaux, ils utilisent l'énergie solaire pour leur activité photosynthétique. Et donc, cette énergie, elle est utilisée. Et ce qui fait que quand le soleil se couche, il n'y a pas eu d'énergie stockée. Et donc, les surfaces ne sont pas chaudes. Et donc, il y a des températures de surface qui sont beaucoup plus fraîches lorsqu'on est sur des végétaux que lorsqu'on est sur des minéraux. Et ça, c'est surtout dès le début de nuit que ça s'exprime. Et puis, le signal va être maintenu tout au long de la nuit. Alors, pour que ces végétaux utilisent cette énergie, il faut qu'ils aient à boire. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol. D'où le lien entre l'imperméabilisation des surfaces et la présence du minéral d'un côté, et des surfaces au contraire perméables, avec une réserve utile qui est remplie en eau, et des végétaux qui vont utiliser cette eau. Voilà, et donc cette combinaison sol imperméabilisé, donc absence d'eau, et puis très faible présence des végétaux, est peut-être l'élément central pour expliquer l'existence d'îlots de chaleur urbains. Quels sont les effets de cette chaleur concentrée sur la population, sur la biodiversité, sur la mobilité? Alors ces effets sur les populations sont connus, hein. On trouve dans la littérature dès le 18-19e siècle des extraits indiquant que à Paris la chaleur étouffante, voilà. Donc ils sont connus depuis longtemps. Alors le fait qu'il fasse plus chaud en ville qu'à la campagne, finalement en France ça ne posait pas de problème jusqu'en 2003. C'est en 2003 seulement, suite à la canicule qui a prévalu pendant les 2 premières semaines d'août 2003, qu'on a vu les problèmes liés à l'îlot de chaleur urbain. Alors 2003, c'est avant tout une canicule. C'est une canicule qui a surpris un petit peu tout le monde, les populations, le gouvernement de l'époque, et qui est à l'origine de un peu plus de 15 000 morts en France et de l'ordre de 38 000 morts en Europe. Cette canicule a surpris tout le monde parce que c'est une canicule d'une intensité, d'une durée inconnue jusqu'alors. Mais ce que les études ont montré dans les mois qui ont suivi, c'est que la surmortalité dont je viens de parler était surtout observée en ville. Donc finalement, l'idée selon laquelle ce seraient des personnes isolées à la campagne qui auraient... Eh bien non, cette idée est fausse. La surmortalité a été essentiellement observée en ville, dans nombreuses grandes villes de France, pas uniquement les capitales. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a compris qu'aux canicules venaient s'ajouter quelques degrés de plus liés à l'îlot de chaleur urbain. Et donc, dans notre contexte de changement climatique, on a compris aujourd'hui que les canicules sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et puis peuvent se développer sur une saison qui est de plus en plus longue. On a eu une canicule en juin, en 2019, ce qui était tout à fait inédit. Donc tout cet ensemble lié au changement climatique, eh bien, a attiré notre attention sur cet îlot de chaleur urbain qui vient ajouter du stress thermique dans un contexte déjà trop chaud. Alors, vous avez bien répondu sur la population, mais c'est vrai que ma question était chargée. Qu'en est-il de la biodiversité et également de la mobilité en ville ? Alors, c'est vrai que l'effet premier, on pense aux effets sanitaires sur la population, mais il y a des effets en termes de biodiversité, puisque c'est vrai que tous les êtres vivants en ville sont impactés par ces températures très élevées que l'on connaît donc du fait de la de l'augmentation des canicules combinée avec l'îlot de chaleur urbain. Les êtres vivants, qu'ils soient végétaux ou animaux, subissent des stress. Donc pour les végétaux, par exemple, la question c'est vont-ils disposer de suffisamment d'eau ?
hein. Donc la question de l'arrosage en ville va être posée. En termes de mobilité, moi je dirais surtout que ce stress thermique va générer une consommation d'énergie accrue. C'est-à-dire qu'on va faire appel beaucoup à la climatisation, que l'on soit dans les appartements, dans les bureaux. C'est développé depuis 2003 la climatisation, mais que l'on soit aussi dans les transports. En 2003, il n'y avait pas grand monde avec des véhicules climatisés. Aujourd'hui, que l'on soit dans son véhicule individuel ou dans un bus ou dans un tramway ou dans un métro, la climatisation est omniprésente. Après ce constat, pouvez-vous nous dire en quoi consistent vos recherches, comment procédez-vous et quels sont les outils que vous utilisez pour mener celles-ci à bien ? Oui, alors la première idée, c'est que les recherches, du moins en France, étaient pas très nombreuses avant cette canicule de 2003. Elles existaient, hein, mais elles n'étaient pas très très nombreuses. Et donc le paysage de la recherche s'est modifié depuis maintenant presque une vingtaine d'années. Donc à Dijon, on a commencé à effectuer des recherches sur le climat urbain en 2014, avec un partenariat dès le début entre différentes structures, donc la collectivité. À l'époque, c'était le Grand Dijon, maintenant on dit Dijon Métropole, l'ADEME, c'est-à-dire l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie, et puis l'Université de Bourgogne, avec plusieurs laboratoires. Et donc, on a développé des projets de recherche dans ce contexte, qui étaient tout de suite des recherches qui croisaient recherche fondamentale et recherche-action, puisque c'est une recherche partenariale co-construite dès sa genèse. Alors, quels sont les outils en climatologie urbaine ? On va dire qu'il y a 3 grandes familles d'outils pour travailler en climatologie urbaine. Une première famille consiste à utiliser l'imagerie satellitale, la télédétection, pour avoir des thermographies. Ces thermographies ont une particularité, c'est que ce sont des températures de surface. Température de surface, c'est température finalement des toits, des routes, des parcs, etc. Hein, mais c'est pas la température de l'air. Donc la télédétection est très pratique parce qu'elle permet d'avoir des images où tout l'espace est documenté, ce qui est formidable, avec une résolution aujourd'hui très fine, mais on accède qu'à des températures de surface. Et la température de l'air, c'est tout à fait différent. Alors si on veut avoir la température de l'air, on a 2 autres approches possibles. Une première approche, c'est de faire des mesures, c'est d'instrumenter le territoire. Alors, instrumenter le territoire nous permet d'avoir des températures comparables à ce que mesure Météo France hors de la ville dans la plupart des cas. La complexité, c'est que le territoire urbain, c'est un territoire complexe, morcelé, fragmenté, et donc avoir des sites qui sont représentatifs n'est pas aisé. Et multiplier les sites est coûteux. Donc ça, c'est le deuxième axe. Et le troisième axe, c'est la modélisation numérique. Donc, c'est d'utiliser des modèles de climat qui permettent à la fois d'avoir une continuité spatiale et temporelle, qui permettent d'accéder à toutes les grandeurs. Hein. On va avoir la température, mais pas seulement. On a la dynamique de l'atmosphère. Donc, c'est bien sûr potentiellement ce qui est le plus performant. Donc, c'est une troisième approche, la modélisation climatique, qui nécessite par contre beaucoup de compétences, des équipements en termes de puissance de calcul et de stockage qui sont très importants. Alors, pour ce qui nous concerne à Dijon, on a travaillé un petit peu dans ces 3 dimensions, hein, donc télédétection, observation in situ avec des instruments déployés en ville, et puis modélisation en utilisant 2 types de modèles, un modèle américain WRF et un modèle français MESO-NH développé par nos collègues de Météo France à Toulouse. La spécificité un petit peu dans ce paysage de la recherche en climatologie urbaine, notre spécificité, c'est d'avoir développé un réseau de mesures qui est très dense, qu'on appelle le réseau Mustard Dijon. Alors c'est un acronyme, hein, mais qui permet de faire un petit clin d'œil, on va dire, par rapport à la manière dont notre ville, Dijon, est connue à l'international. Donc ce réseau Mustard Dijon, sa particularité, c'est de s'appuyer sur un grand nombre de points de mesure. En 2014, au moment de son déploiement, on avait 50 points de mesure. Depuis, on a un petit peu densifié ce réseau et aujourd'hui, en 2021, nous avons 70 points de mesure. Donc, c'est l'originalité sur notre territoire. On est peut-être l'agglomération de France avec le plus grand nombre de points de mesure. Alors, chacun est premier en son domaine. Hein. Il y a d'autres villes qui font mieux sur d'autres domaines, bien entendu.
Alors ce réseau Mustard Dijon, il fait partie maintenant d'un réseau de réseaux, si vous voulez, qui est labellisé par le CNRS. C'est un service national d'observation, un SNO, qui s'appelle Observille et qui regroupe toute une série de réseaux en France, dans différentes villes de France, à Nantes, à Rennes, à Paris, à Lyon, j'en oublie, et à Dijon. On comprend mieux l'articulation entre la recherche fondamentale indispensable et les recherches appliquées à travers des partenariats. Mais y a-t-il des solutions à mettre en œuvre pour rafraîchir nos villes ? En termes d'architecture, de végétalisation, de matériaux, pourquoi pas de couleurs ? À Los Angeles, ils ont peint les routes en blanc. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est l'articulation entre ce qui est générique, c'est-à-dire des solutions qui sont transversales qu'on peut appliquer dans toutes les villes du monde finalement, et puis ce qui est spécifique à un territoire donné. Alors les grands thèmes, ils sont génériques, c'est-à-dire que on comprend bien que plus on ira vers des couleurs claires, plus l'albédo sera fort et moins on stockera d'énergie. Plus on aura de végétaux en ville et moins on imperméabilisera les surfaces, plus on permettra ce rafraîchissement par évapotranspiration. Donc dans les grandes lignes, les grandes solutions, si vous voulez, ce sont les mêmes dans toutes les villes. Mais ensuite, il faut prendre en compte la spécificité de chacune des villes. Et là, c'est pour ça que des recherches doivent être conduites en partenariat avec chacune des collectivités. Alors historiquement, si on prend par exemple le thème de la couleur, eh bien on se rend compte que historiquement, des sociétés en tout cas, ont pris en compte cette question-là. Si on regarde les villes méditerranéennes, que ce soit sur la rive nord, en Grèce, ou que ce soit sur la rive sud, au Maghreb ou au Machrek, eh bien, on a depuis des siècles des maisons qui sont peintes régulièrement en blanc pour réfléchir l'énergie et lutter justement contre cet îlot de chaleur urbain. Donc, des sociétés historiquement ont pris en compte ceci. Dans nos climats tempérés, le stress thermique chaud en été n'était pas finalement un problème. Donc, on n'a jamais travaillé nos rues, nos murs, nos toits avec ce critère-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui on peut le faire ? Est-ce qu'aujourd'hui on a intérêt à essayer de choisir des matériaux plus clairs ? Oui, c'est possible. C'est pas possible partout, si vous voulez, dans les centres historiques où on a des bâtiments classés, où on va pas modifier les couleurs. On peut le faire en effet sur la chaussée, parce que une chaussée n'a pas une valeur patrimoniale. Donc remplacer un bitume qui est très sombre par un béton désactivé qui est plus clair, c'est des choses qui se développent en particulier lorsque on piétonise un cœur de ville. On va remplacer du bitume par du béton clair. Donc ça peut avoir un effet positif. De là à aller jusqu'à une couleur très très claire, ça pose quand même une question de confort, non pas de confort thermique, mais de confort visuel. Les couleurs très claires réfléchissent l'énergie, donc c'est bien parce qu'on stocke moins d'énergie et donc on en restituera moins la nuit. La nuit sera moins chaude, mais par contre c'est aveuglant. Et donc ça peut développer un sentiment d'inconfort. C'est-à-dire quand on a à la fois trop chaud et quand on est aveuglé par la lumière, c'est pas très confortable. Donc c'est une solution. Vous voyez, elle est limitée. On peut pas faire tous nos bâtiments en blanc. On peut travailler que sur certaines portions de la chaussée et on peut pas aller sur du blanc pur. Donc c'est une solution qui est dont l'impact est finalement relativement modeste. Alors la végétalisation peut avoir un impact beaucoup plus fort. Première chose, c'est que la végétalisation, elle peut nous rendre plusieurs services. Si on est par exemple sur des arbres, on peut déjà avoir un service en journée, c'est d'être à l'ombre de l'arbre. Donc l'arbre, il nous rend plusieurs services. La journée, il nous permet d'avoir de l'ombre, et sinon, de par son évapotranspiration, il va permettre d'éviter le développement d'un îlot de chaleur urbain nocturne. Donc, il rend un service à la fois en journée et la nuit. Si on prend des pelouses, ce qu'on a dans les parcs ou ce qu'on a par exemple à Dijon sur les lignes du tramway, donc des pelouses, là on a le service nocturne uniquement. On n'a pas l'ombre diurne. Les végétaux vont apporter aussi d'autres services, des services, on va dire écosystémiques, puisque les végétaux vont être l'habitat pour toute une série d'insectes, d'oiseaux, de petits rongeurs, donc vont contribuer à développer ce qu'on appelle la nature en ville, la biodiversité en ville. Donc les végétaux, potentiellement, peuvent nous rendre vraiment de grands services.
mais ce n'est qu'un potentiel, parce que pour que ce potentiel devienne réalité, il faut que le végétal ait de l'eau. Et bien, selon les villes, on a accès à d'importantes ressources en eau ou non. Les villes qui sont situées le long d'un grand fleuve sont en cela favorisées, même si ils vont se poser des questions de qualité de l'eau. Est-ce qu'on peut arroser des espaces verts est-ce qu'on doit les arroser avec de l'eau potable ou au contraire avec de l'eau qui n'est pas potable? Voilà des questions qui sont un peu complexes. Mais les villes qui ne sont pas à proximité d'un grand fleuve, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Donc on cite toujours Clermont-Ferrand, mais Dijon est un petit peu dans une situation analogue. On a juste une petite rivière qui s'appelle l'Ouche et on ne dispose pas d'une ressource en eau très abondante. Et donc, de ce fait, développer le végétal, oui, mais à condition qu'on puisse l'arroser en situation de stress thermique, donc en été, lors des canicules, ça pose quand même des difficultés. Il faut peut-être réfléchir à adapter les espèces au vu des conditions climatiques qui ont changé. Alors j'ai une autre remarque, moi j'observe beaucoup d'arbres en ville qui sont en quelque sorte encastrés dans le bitume et qui disposent de très peu de surface de terre autour d'eux. Comment peuvent-ils jouer leur rôle dans ces conditions ? Oui, il y a deux questions là. En fait, finalement, il y a quelles essences. Donc, est-ce qu'il faut privilégier des essences qui sont adaptées au climat d'aujourd'hui, mais aussi de demain ? C'est-à-dire des essences qui seront adaptées au climat de 2050. C'est pas dans très longtemps. Donc, qui vont être adaptées finalement à des stress thermiques, mais aussi à des situations de longue sécheresse estivale. Donc, on s'orienterait dans ce cas-là vers des essences, on va dire, plus méditerranéennes, avec l'idée qu'elles seront mieux adaptées au climat de demain. Mais ces essences méditerranéennes ont un métabolisme qui leur est propre, c'est-à-dire qu'elles ont en général des petites feuilles vernissées avec des stomates qui se ferment de manière à résister au stress hydrique et thermique, et elles évapotranspirent peu. Donc finalement, elles seront adaptées au climat de demain, mais elles nous rendent pas un service énorme en termes de rafraîchissement. Ou bien faut-il continuer avec des espèces qui évapotranspirent plus, qui rafraîchissent plus, donc qui potentiellement vont nous rendre un service plus important. Si ces espèces peuvent supporter les températures de 2050, oui, mais à la condition qu'on dispose de la capacité en eau pour pouvoir les arroser. Et donc, je ne vais pas avoir une réponse unique finalement, puisque la réponse, elle va dépendre pour chacune des villes de la capacité ou non à pouvoir arroser en 2050 lorsqu'on aura des étés encore plus longs et plus chauds qu'aujourd'hui, notre capacité à pouvoir arroser les végétaux qu'on va développer dès aujourd'hui, les arbres qu'on va planter dès aujourd'hui. Et puis la deuxième question, c'était autour de ces végétaux. Est-ce qu'on les met finalement en terre ou est-ce qu'on les installe sur des espaces plus exigus? Alors les espaces plus exigus, vous avez cité ceux des grands pots finalement. On voit ça dans toutes nos villes aujourd'hui, dans les rues piétonnes, dans les places de centre-ville, on installe des arbres en pot. Mais je pourrais étendre aussi en parlant des murs végétaux ou des toits végétaux, puisque c'est un petit peu comparable. Ce sont des végétaux qui sont présents en cœur de ville, mais qui sont pas sur un sol profond. Alors tous ces végétaux qui sont dans des pots, qui constituent des murs végétaux ou des toits végétaux, rendent un service puisqu'ils évapotranspirent, rendent un service puisqu'ils sont le siège de biodiversité, ils embellissent nos villes, mais il est clair qu'en termes d'évapotranspiration, ce service est moindre qu'un arbre en pleine terre. Et donc, imaginez que nos villes puissent être transformées sans désimperméabiliser des surfaces est à mon avis incomplet. Oui, c'est bienvenu. Sur les surfaces minérales qu'on ne peut pas désimperméabiliser, par exemple une place de centre-ville,
qu'on veut garder pour des événements festifs, des manifestations, des événements culturels, etc. On va pas, on est obligé de garder le côté minéral. Eh bien, ces pots avec des arbres qu'on va pouvoir déplacer sont les bienvenus. De même que sur certains monuments existants, végétaliser un mur, végétaliser un toit est bienvenu, puisque ça va apporter un service supplémentaire par rapport à l'existant. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont intéressantes en cœur de ville, parce qu'en cœur de ville, on peut guère faire plus que cela. Mais dès qu'on sort du cœur de ville, dès qu'on est sur les quartiers péricentriques, voire quand on va sur les zones d'activité, eh bien là, on dispose de réserves foncières plus importantes. Il y a des grandes superficies qui aujourd'hui sont imperméabilisées. Je pense à des grands parkings dans les zones commerciales qui ne sont pas dotés d'une valeur patrimoniale. Personne n'est attaché d'affect par rapport à cela. Donc il n'y a pas de valeur patrimoniale. Et là, ce sont des grandes superficies qui pourraient être désimperméabilisées. C'est-à-dire là où on pourrait non seulement végétaliser, mais en plus végétaliser en pleine terre. Et là, potentiellement, le service rendu serait très important, parce que si l'on regarde nos villes, justement, par vue du ciel, donc on a beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent d'avoir une vision verticale de nos villes, eh bien, on constate que ces zones d'activité représentent de très très grandes surfaces, beaucoup plus grandes que nos cœurs de ville historiques. Et donc je crois que potentiellement c'est bien là qu'une végétalisation massive, on va dire, peut être faite. En cœur de ville, on peut avoir une végétalisation un petit peu symbolique en termes de communication, donc quelques pots avec des arbres, quelques murs végétaux, quelques toits végétaux. Mais si on veut avoir un vrai effet thermique, il faut mobiliser des surfaces beaucoup plus grandes. Or, ces surfaces, c'est essentiellement sur les zones d'activité qu'on peut les trouver. On va pas détruire des bâtiments, on va pas détruire des logements pour créer des espaces verts. Donc les seules ressources mobilisables, c'est bien les zones d'activité. Existe-t-il des mesures ponctuelles à mettre en œuvre en cas de canicule, par exemple ? Oui, alors comment faire face aux canicules? Il faut s'y préparer. Alors on s'y prépare sur le moyen terme par tous les éléments dont on vient de discuter, c'est-à-dire l'urbanisme finalement, l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire. Ça c'est pour se préparer sur le long terme. Maintenant, il y a des coups de chaud qui nous prennent toujours un petit peu quand même de court, tant que tout cela soit fait. Et puis dans tous les cas, dans un contexte de réchauffement, on sera toujours finalement en difficulté, quels que soient les aménagements. Donc il faut être réactif en cas de coup de chaud. Donc il y a des systèmes d'alerte qui se sont beaucoup développés depuis 2003. Santé publique France est maintenant très bien organisée par rapport à cela. Donc il y a toute une série de bulletins qui sont transmis, qui mobilisent à la fois Météo France, Santé publique France, les collectivités. Et aujourd'hui, lorsque un événement chaud survient, alors est-ce que ça sera une vague de chaud, est-ce que ça sera une canicule? Il y a des notions de seuil qui permettent de différencier les deux. Lorsqu'un événement chaud survient, eh bien, on va dire que tout un dispositif est mis en œuvre pour avertir les populations. Alors on est averti via les médias, via les réseaux sociaux, mais il y a aussi des dispositifs propres qui sont mis en place par des communes avec les CCAS, les Centres communaux d'action sociale, qui ont établi des listes de personnes vulnérables et qui entrent en contact avec ces personnes vulnérables pour bien leur indiquer qu'il est important de bien s'hydrater, de ne pas sortir à certaines heures, etc. Donc on a beaucoup progressé depuis 2003 de ce côté-là, ce qui fait que les dernières canicules que nous avons eu à vivre, que ce soit en 2019, on a eu 2 belles canicules, ou en 2020, où on a eu une belle canicule aussi. Toutes ces canicules n'ont pas généré une surmortalité du même ordre qu'en 2003. Néanmoins, il y a quand même eu de l'ordre de 1500 morts à peu près pour chacune de ces canicules. Donc, malgré le dispositif d'alerte qui est vraiment efficace aujourd'hui, eh bien le risque reste quand même non négligeable. Quelles sont, d'après vous, les formes d'urbanisation à privilégier et s'il y en a, celles à bannir absolument? Toute imperméabilisation est à bannir. Donc les surfaces actuelles qui ne sont pas imperméabilisées sont précieuses. Et par contre, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que, comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a des surfaces qui actuellement sont imperméabilisées et que l'on pourrait désimperméabiliser. Donc la voie est étroite parce que, en gros, aujourd'hui dans les métropoles, il y a deux stratégies possibles. Il y a une première stratégie qui est d'utiliser ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire les espaces non bâtis en ville,
en disant finalement on peut bâtir sur ces espaces, ce qui est vertueux puisque la densité va permettre de limiter les migrations pendulaires, c'est-à-dire les gens qui chaque jour prennent leur voiture pour aller au boulot. Hein, donc la périurbanisation qu'on a observée en France depuis 50 ans a augmenté ces migrations pendulaires. Donc redensifier le cœur de ville, utiliser des dents creuses pour limiter les déplacements, ça a certaines vertus. Mais on se rend compte que finalement ces dents creuses, ces friches ou ces espaces verts qui résiduels en ville nous offrent des services. C'est-à-dire que ce sont des îlots de fraîcheur urbains. On n'a pas parlé encore d'îlots de fraîcheur urbains. Ce sont des îlots de fraîcheur urbains et c'est très dommage finalement que de se priver de ces îlots de fraîcheur urbains. D'ailleurs, il y a une prise de conscience citoyenne qui est très forte dans beaucoup de villes et de plus en plus les collectivités ont du mal à construire dans ces îlots de fraîcheur. Donc la deuxième solution qui est utilisée, c'est de poursuivre la périurbanisation, c'est-à-dire de continuer à construire en périphérie des villes. Alors là, ça pose plein de problèmes, puisque bien entendu, ce sont là des zones qui sont aujourd'hui non imperméabilisées, végétalisées, qui vont devenir imperméables et minérales. Donc on accroît la superficie de la ville, donc on augmente l'îlot de chaleur urbain, et en plus de ça, on augmente la mobilité et les effets négatifs induits, toute la consommation d'énergie qui est liée à la mobilité. Donc on comprend qu'on est un petit peu coincé entre ces deux solutions qui, ni l'une ni l'autre n'est pleinement satisfaisante. Construire dans les dents creuses, c'est pas satisfaisant pour les urbains. Continuer à périurbaniser, c'est pas satisfaisant globalement. Donc, quelles sont les solutions ? Elles sont peu nombreuses, hein, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, pour moi, le seul potentiel, le seul gisement de mètres carrés en ville dont on dispose, qui pourrait être remobilisé différemment de ce qu'il est aujourd'hui, ce sont les zones d'activité. C'est-à-dire que si l'on consomme autrement, si on n'a plus besoin d'un véhicule pour aller faire nos achats, on n'a plus besoin de grands parkings pour stocker nos véhicules. Et on libère beaucoup de surface. Ça veut dire qu'on va faire nos achats sans véhicule. Donc soit on fait des achats de proximité, soit on se déplace avec mobilité douce, vélo, marche à pied, soit on se déplace en transport en commun. Mais en tout cas, on n'utilise plus un véhicule particulier pour aller faire ses achats. Et si on arrive à changer ça, si ce verrou saute, si j'ose dire, si on arrive à faire sauter ce verrou, eh bien, ce sont des milliers et des milliers de mètres carrés, des centaines d'hectares, qui pourraient être remobilisés. Et je crois que l'avenir est là. L'avenir est là si on veut à la fois garder quelques îlots de fraîcheur en ville, ne pas continuer à ce que nos villes se développent sur leur périphérie. Les seuls espaces sur lesquels on peut bâtir, ce sont ceux-là. Alors, quels sont vos prochains terrains de recherche ? Alors, notre réseau Mustard, il est riche de 70 points de mesure de température et d'humidité relative, mais nous allons développer également des mesures de vent, puisqu'on a compris que l'écoulement de l'air est très important pour comprendre la géographie de l'îlot de chaleur et des îlots de fraîcheur. Quand on parle d'îlots, on a l'impression d'avoir des structures concentriques, circulaires, mais on a aussi des axes. Il y a des axes de fraîcheur, c'est-à-dire lorsqu'on a une ville qui est ouverte, de l'air qui vient de la campagne, en provenance de la campagne, peuvent pénétrer à l'intérieur de la ville. Alors à Dijon, là, avec une vallée, la vallée de l'Ouche, et on a un axe frais, avec un petit lac, le lac Kyr, etc. Donc on peut essayer de travailler sur ces notions d'axes de fraîcheur, qui seraient des pénétrantes pour l'air frais. C'est des choses qui sont très développées également dans des villes côtières. Je pense à Lisbonne, où il y a des préconisations en termes d'urbanisme qui reviennent à finalement interdire de construire des bâtiments qui sont orthogonaux à la brise de mer. La brise de mer venant pénétrer à l'intérieur de la ville, à condition qu'il n'y ait pas d'obstacle. Donc voilà, les pistes, c'est de travailler aussi sur la dimension vent, dynamique de l'atmosphère, pour pouvoir aller plus loin en termes de réflexion sur l'urbanisme de demain. Et puis le deuxième axe, c'est la végétalisation. C'est la végétalisation, mais avec les contraintes que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à Dijon, on ne dispose pas d'une ressource en eau très importante. Donc ça consiste finalement à essayer de faire
un diagnostic des ressources mobilisables en eau et d'essayer de développer des stratégies pour, avec un minimum d'eau, arriver à rendre un service maximal, c'est-à-dire que cette eau soit mobilisée au mieux, c'est-à-dire sur les surfaces qui en ont le plus besoin et au moment le plus important. Donc voilà notre réflexion, c'est cette eau n'étant pas disponible de manière abondante, comment et quand l'utiliser pour qu'elle nous rende le plus grand service. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je ne manquerai pas de revenir vers vous pour avoir des nouvelles de vos recherches. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.